une soirée où on va essayer de présenter plusieurs choses différentes. Donc, il va y avoir plusieurs sujets différents que je vais essayer d'amener. Le premier que je voulais faire, et un de ceux qui me tient plus à cœur, c'est vraiment de revenir sur toute la période de co-construction qu'on a menée. Plusieurs personnes d'entre vous ont soit participé à la co-construction, soit nous ont vu tout d'un coup disparaître de Facebook et de LinkedIn et se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont un problème? Non, c'est pas ça. C'est qu'on passait tout notre temps à programmer, à les demander, à poser des questions, essayer d'avoir le maximum de feedback et essayer d'améliorer le plus possible les lignes pour justement vous présenter ce qu'on va vous révéler ce soir. Donc, je vais essayer de revenir là-dessus. Et pour commencer à parler de la période de co-construction, il faut vraiment revenir à la base de ce qu'on essaie de faire. Au tout début, quand on a lancé le projet en 2017 déjà, notre objectif était relativement simple. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte que toute personne puisse prendre des bonnes décisions dans le domaine de l'autisme. Et quand on parle de bonnes décisions, qu'on parle d'un sujet complexe. La base qu'on s'était dit, au moment où on a commencé à créer ça, c'est se dire ce qui est sûr. C'est qu'une bonne décision, ça passe par un choix libre et éclairé. Ça passe par avoir des bonnes informations pour pouvoir prendre une décision qui nous aide le plus possible à atteindre ce que nous, on essaie d'atteindre comme objectif. Ensuite, la façon dont on voulait atteindre ça, c'était relativement simple à comprendre. Nous, on provenait du monde de la recherche. Respectivement, moi, je faisais mon doctorat en psychoéducation. François, qui est caché là-bas, était en génie logiciel. Maryse, qui est caché plus derrière, était en sciences de l'information. Bref, toutes les personnes qui proviennent de la recherche. Notre optique, c'était de se dire, le problème, c'est que chaque jour, il y a plus de 3000 articles qui sont publiés. On arrive à utiliser au mieux quand on est des gros organismes, 14% de ceux-là. Quand on est des individus, c'est juste ingérable. J'ai été intervenant et quand on me disait c'est facile, t'as qu'à lire ce qui se publie sur PubMed ou PsycInfo, j'étais là, vous êtes millions, j'ai pas que ça à faire dans ma vie. Ensuite, j'ai été vérifié pour prouver que ça ne marchait pas. Et oui, faire 18 heures de lecture par jour, c'est une bonne occupation, mais ce n'est pas une façon de devenir efficace dans le domaine. Donc, notre logique, c'était de se dire la réponse, c'est d'essayer de traiter toute cette information, de l'extraire, de la rendre accessible à tous. Ça, c'était notre première étape. Et on s'est dit, à partir de là, on va essayer d'atteindre ça, et on a réussi à atteindre jusqu'à un certain niveau. On a même gagné plusieurs prix à ce sujet-là, on était très heureux d'un point de vue technologique. Sauf que, évidemment, quand on crée quelque chose dans un domaine comme celui de la psychologie au sens large, du bien-être, de la santé, le but, c'est pas juste de créer des nouvelles technologies, c'est de créer quelque chose qui va changer la vie des gens. Donc, ce qu'on a fait, c'est de se dire, on va les demander avec des partenaires pour essayer de mettre ça en application et voir ce qu'eux en pensent. Ça, c'est un certain nombre de partenaires qui vont travailler avec nous, mais en réalité, c'est la pointe de l'iceberg. Derrière tout ça, il y a énormément d'autres organismes qui nous ont donné leur point de vue. Il y a surtout énormément de personnes indépendantes qui ont choisi de nous écrire, qui ont choisi de participer, qui ont choisi de venir à nos rencontres pour nous donner leur point de vue. Donc, toutes ces personnes-là, on a décidé de commencer à faire la reconstruction. Et ce que j'entends par ça, c'est que notre plan, c'est de se dire, chaque mois, on fait un sondage et une entrevue, on sort une nouvelle version de l'application, parce qu'on ne savait pas encore à quel point c'était complexe de sortir une nouvelle version de l'application, on était clairement masochistes. Et une fois qu'on a sorti ça, on prend les feedbacks, les gens nous disent que c'est génial, et on continue, c'est facile. Bon, comme vous en doutez, c'est pas exactement aussi simple que ça, et c'est pas exactement déroulé comme on l'avait prévu. Oui, on a réussi à maintenir globalement ces structures. Il y a plein de choses sur lesquelles on était parti aussi qui étaient radicalement fausses. Comme par exemple l'idée de se dire qu'on va faire des grands sondages, non, dans un domaine aussi complexe, dans des milieux aussi variés que ce qu'on a dans le domaine de l'autisme. Faire des sondages où on dit, mais vous consultez quelle chose chaque heure. Comment mesurez-vous vos interventions? Globalement, on se retrouve avec des milliers de réponses, et la seule façon de les comprendre, c'est d'aller rencontrer les gens. Finalement, on s'est retrouvé à passer énormément de temps à courir après plus ou moins tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens que j'ai dû écrire 20 fois quand on se demander pourquoi j'ai disparu, ensuite pour d'autres personnes que j'ai rencontrées. C'est normal, ça fait partie de notre processus créatif, n'est-ce pas? Mais par contre, ce qui est génial, c'est que ça nous a amené énormément d'informations. En fait, tellement d'informations qu'on n'a même pas réussi à toutes les utiliser pendant la période qu'on a fait. On a essayé de se sortir sur les choses qui nous paraissaient les plus importantes, les choses qui selon nous avaient le plus rapidement un impact, et celles aussi qu'on pouvait présenter. Par exemple, c'est aussi pour ça que, et je reviendrai plus tard là-dessus, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la version pour intervenants. Parce qu'on estime que quand on commence à dépasser le monde des intervenants, il y a encore tellement d'autres choses à faire pour ça, avec par les familles, par les personnes autistes elles-mêmes, par tout le monde qui est intéressé par le domaine, qu'on a encore du travail à faire là-dessus. Et même sur ce qu'on fait au niveau des intervenants, si je devais vous lister toutes les choses qu'on a apprises, toutes les choses qu'on a changées dans la
vous en auriez pour 5 heures que vous seriez absolument tanné à voir. Donc on s'est dit que plutôt j'allais me centrer sur 2 choses et que le reste du temps, on allait principalement vous servir à voir parce que c'est plus agréable. Donc, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'était vraiment de dire, ok, on est arrivé et on vient vous donner de l'information scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la première réponse qu'on a eue, c'est ouais, mais ça ne suffit pas. Parce que moi, la question que je vous avais demandé, et la raison pour laquelle je m'étais inscrit sur les c'est par exemple parce que mon enfant a par exemple une très grande inquiétude lorsqu'il doit aller chez le dentiste. Et votre réponse, c'est de me dire, oui, selon les dernières recherches, il semble que les approches psychanalytiques seraient moins efficaces que les approches comportementales, c'est génial. Mais en réalité, je m'en fous un peu. Ce que moi, je veux savoir, c'est comment je peux aider mon enfant à vivre moins d'anxiété pour aller chez le dentiste. Et ça, c'est quelque chose qui nous a complètement perturbés, et ceux qui étaient avec nous ont vu nous poser beaucoup de questions, parce que globalement, ça nous forçait à changer complètement de paradigme ce qu'on fait, parce que cette réponse-là, on ne l'a pas dans le domaine scientifique. Je garantis qu'il n'y a pas de méta-analyse sur les dentistes, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de méta-analyse sur 95% des sujets sur lesquels vous nous posez des questions, ce qui veut dire que globalement, ce que ça amenait, c'est que si on voulait être utile, il fallait qu'on change complètement ce sur quoi on se base. Ça ne veut pas dire qu'on élimine la science, pas du tout. Mais ça veut juste dire que toute cette information scientifique sur laquelle on se basait, c'est une toute petite partie des connaissances qui existent et des connaissances qu'on a vues. Et toutes les autres sont réparties dans les différents cerveaux de toutes les personnes qui sont sur le terrain. Et qu'il va falloir trouver une façon pour mettre tout ça en commun. La chance qu'on a eue, c'est que ce qu'on a vu dans nos tests, c'est que non seulement l'information scientifique qu'on avait à la base nous permettait au moins d'éliminer certaines... oui. Quand je suis trop intéressé par les choses, n'hésitez pas à me faire des signes comme quoi je dois rapprocher le micro parce que sinon j'assume mes défauts là-dessus. Donc c'est que non seulement l'information scientifique nous permettait au moins de garantir une certaine sécurité lorsqu'on laissait les personnes collaborer. Comme par exemple si quelqu'un débarquait en nous disant c'est facile, la façon de sauver un enfant autiste c'est de faire de la collation, de jeter des patates, on pouvait dire clairement non, c'est dangereux et on peut prouver et on peut éliminer ça. On pouvait créer un espace sécuritaire. Et ça c'était une grande première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que naturellement, tout le monde a commencé à faire des liens entre ce que les personnes connaissaient. Que ce soit des milieux d'intervention qui nous disaient, ben là, vous parlez en gros de telle approche, mais nous, on l'a mise en application, par exemple, pour préparer des classes à aller au théâtre, pour former des intervenants d'urgence, pour agir dans une situation où il y a un enfant autiste qui, par exemple, doit faire un exemple d'évacuation et d'autres choses, comment est-ce qu'on fait de la sensibilisation là-dessus. D'autres personnes qui ont réfléchi par rapport au sommeil, par rapport à plein de choses, et qu'on commençait à pouvoir mettre tout ça ensemble. Ça a été notre premier grand changement. De se dire, ok, parmi toutes les données qu'on va donner, parmi toutes les réponses qu'on va devoir inclure, oui, il va y avoir les données scientifiques de Myriam, mais il va aussi y avoir toutes les connaissances de la communauté. Maintenant, on a été très fiers de nous en se disant, super, on vient d'ajouter toutes ces informations qui proviennent de la communauté, on vient le présenter aux personnes et on est sûr que cette fois, on a trouvé la solution. Donc, on vient le présenter à tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est comme d'habitude. Oui, mais clairement pas encore. Parce que là, ce que vous me dites, c'est que pour, par exemple, mon enfant qui a une phobie d'aller chez le dentiste, vous me dites que telle intervention a 8 chances sur 10 de marcher, en général. Désolé, mais je m'en fous. Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est l'enfant que j'ai en face de moi, est-ce que lui, ça va l'aider? Et là, on rentre dans toute autre chose. Même chose de se dire, par telle intervention, vous me dites que j'ai plein de gens que ça marche, mais parfois, ça peut avoir un effet négatif. J'ai besoin de savoir si moi, je suis cette personne chez qui ça va avoir un effet négatif. Et là, on rentre encore dans une autre source de données, où globalement, on doit réussir à pouvoir regarder individuellement chez chacun, est-ce que ce qu'on a recommandé, ça marche. Donc, on a pensé dès le début, créer un système de collaboration. Donc, se dire, moi, par exemple, je travaille avec Vincent, et je choisis de travailler avec la totalité de sa famille en disant, bah, écoutez, lorsqu'il vit l'anxiété sur tel jour, voici par exemple une activité qu'on pourrait faire. Vous allez le tester à l'école, vous allez le tester à la maison, on va le tester par exemple, en intervention, et on va voir si ça marche, et si ça marche dans chacun de ses milieux. La première chose qui nous est venue, c'est qu'on avait fait un très beau système avec 5 petites étoiles, parce que c'est cute, 5 petites étoiles, et tout le monde comprend comment ça fonctionne, 5 petites étoiles, mais à la fin, c'était un excellent exemple où on nous a montré à quel point la réalité était complexe. On a besoin de systèmes pour pouvoir mesurer des centaines de choses différentes
que ce soit poser des questions sur le ressenti, que ce soit utiliser des échelles, que ce soit observer des comportements, que ce soit parler par exemple, de tout ce que la personne a vécu dans certaines situations, exprimer des contextes, qu'on a dû radicalement changer le système pour pouvoir que chaque intervenant, que chaque personne puisse dire cette intervention-là, ou cette observation-là, je veux la mesurer de telle façon. Je vais poser telle question. Et que toutes les personnes de l'écosystème puissent avoir un rappel qui leur dit est-ce qu'aujourd'hui vous avez observé ça? Si oui, expliquez-nous ce qui s'est passé. Voici chacune des questions qu'on estime qu'étaient pertinentes et qu'on puisse utiliser tout ça pour commencer à savoir qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain. Et ça, pour nous, ça a été un énorme changement. Parce que, oui, ça a un avantage sur la personne. L'enfant avec qui j'interviens, en faisant ça, je m'assure au moins que ça ne va pas avoir d'effets négatifs, ou que si ça a des effets négatifs, je vais pouvoir les détecter le plus rapidement possible. Et quand je dis je m'assure, je parle autant pour l'intervenant qui peut s'assurer de se dire, même si je ne revois pas cette famille pendant une semaine, je vais pouvoir voir comment ça se passe, je vais pouvoir savoir s'il y a des dangers ou s'il y a des choses qui se passent mal, directement, instantanément. Que la famille qui se dit, on m'a conseillé telle chose, génial, je vais tester, et qui voit que pour une raison quelconque ça ne marche pas, ou au contraire ça marche super bien, et qui du coup va avoir des données pour parler avec l'intervenant. Mais ça aide aussi les organismes qui travaillent. Disons que moi j'ai créé une intervention sur laquelle il n'y a aucune recherche, typiquement un protocole pour aider à aller préparer un enfant pour aller chez le coiffeur. Ben, tout d'un coup je me trouve qu'il a été mis en application avec une centaine d'enfants, que ça a marché vers 98 d'entre eux, que ça a eu tel impact sur leur bien-être, que ça a eu telle chose au niveau comportemental, que les familles ont vécu de telle façon. Ça nous crée aussi à nous, en tant qu'organisme, de la donnée pour pouvoir améliorer nos familles. Et là je parle au niveau de l'organisme, mais c'est la même chose au niveau de la collectivité. Toute personne bénéficie d'avoir toutes ces informations de tout. C'est pour ça qu'on a changé toute la façon dont on juge la qualité de l'information. Maintenant, sur chaque chose, dans Myelin, vous trouverez toujours 3 indicateurs. Est-ce que c'est soutenu au niveau de la littérature scientifique? Donc, là, par exemple, la réponse serait clairement on ne sait pas, parce qu'objectivement, la réponse est souvent on ne sait pas, il n'y a pas de recherche là-dessus. Est-ce que les gens qui ont mis ça en application et qui avaient un profil similaire au vôtre, est-ce que ça a marché jusqu'à présent? Alors, quand on a suffisamment de données, on va pouvoir dire ça a l'air de marcher ce papier et que ça a marché avec vous, mais c'est une première application. Et finalement, quelque chose de complètement subjectif. Est-ce que les personnes qui ont mis en place ça ont apprécié? Parce que le but aussi, c'est pas de mettre en place des choses qui, oui, fonctionnent très bien, mais qui vont traumatiser votre enfant. Typiquement, aller chez le coiffeur en l'attachant à la chaise, je suis sûr qu'il va pas s'échapper de la chaise, je suis sûr que ce n'est pas une bonne intervention à mettre en place. Même chose. De l'autre côté, on pourrait avoir des choses où la littérature scientifique nous dit nous, on n'a jamais mesuré d'effet jusqu'à présent. Mais tout d'un coup, on commence à avoir des choses sur le terrain de dire écoutez, chez certains sous-groupes, on a l'impression que ça marche. Et là, il faut réfléchir à quel point ça peut profondément révolutionner la façon dont on fonctionne tous ensemble. De vraiment se dire, toutes ces données-là qui proviennent du terrain, enfin on peut la faire remonter. Que ce soit aux intervenants, que ce soit aux chercheurs, que ce soit aux universités, que ce soit même à un niveau gouvernemental, de se dire, regardez toute cette connaissance qui existe sur le terrain, on peut l'utiliser pour prendre des décisions. Et c'est devenu ça le cœur de Myelin. Vraiment se dire, oui, l'information scientifique est un type de données sur lequel on passe. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est toutes les connaissances qui sont dans tous vos cerveaux à vous et dans tous ceux qui sont dans le domaine. Et je sais que ça sonne effrayant quand je suis comme je veux des bouts de votre cerveau, mais fondamentalement, c'est ça qu'on essaie de faire. Travailler tous ensemble et mettre tous ce savoir en commun.